Les Looney Tunes. Tonight, what heights will hit? On with the show, this is it. Ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90 les ont sûrement connus grâce à l'émission Sa Cartoon sur Canal+, présentée par Philippe Dana. Avant de se quitter, et pour les fans, on va retrouver maintenant le Coyote et Bip Bip. Mais j'avoue que mes préférés étaient incontestablement Bip Bip et Coyote. J'avais beau aimer Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Gros Minet, j'avais quand même un faible pour ces deux-là. Je me souviens que j'avais énormément de produits dérivés de la Warner, en particulier les VHS de la collection Club Famille. Et je connaissais ceux de Bip Bip et Coyote par cœur à force de les revoir en boucle encore et encore. Mais même des monuments comme Bip Bip et Coyote ont fini par sombrer à un moment donné, au point de les tuer définitivement. Ah non, pas sombrer à ce point, là ils étaient déjà morts et enterrés de toute façon. Non, je parle d'une période où Bip Bip et Coyote, alors qu'ils étaient encore au top, ont fini par s'effondrer et même disparaître rapidement au milieu des années 60. Mais pour comprendre un tel virage, il faut revenir au début. Bip Bip et Coyote apparaissent pour la première fois dans l'univers des Looney Tunes en 1949. Une histoire simple mais efficace, à savoir un coyote qui essaye d'attraper un jeu au coucou pour le manger. Et cela, on le doit à un homme en particulier, Chuck Jones. For me, Chuck Jones is a given in our culture. He's just part of the atmosphere. Lorsqu'on pense aux Looney Tunes, ce sont principalement les noms de Tex Avery, Fritz Freelang ou Robert Mackinson qui nous viennent en tête. Mais aucun n'a eu autant d'impact que Chuck Jones, une légende des studios d'animation Warner. Chuck Jones, c'est le réalisateur de nombreux épisodes mettant en scène Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et bien d'autres. Mais c'est surtout lui le créateur de certains personnages emblématiques, comme Pépé le Putois, Marvin le Martien, et bien entendu, Bip Bip et Coyote. Sauf que contrairement aux autres Looney Tunes, Chuck Jones sera le seul et unique à s'occuper de Bip Bip et Coyote. Ce n'est pas que le papa, c'est aussi lui qui a contribué à leur succès grâce à sa patte absolument unique. Pendant 15 ans, Chuck Jones s'occupera des 24 cartoons mettant en scène Bip Bip et Coyote, avec des critiques toujours enthousiastes à chaque fois. Mais on peut se poser une question. Comment ces épisodes réussissent à marcher alors que la formule reste la même constamment? Pourquoi ça nous fait rire? Oui, on sait que le plan du coyote pour attraper le Bip Bip va échouer. C'est la base. Mais la question ce n'est pas est-ce qu'il va échouer, mais comment il va échouer. C'est presque un jeu pour le spectateur, essayer de deviner comment le plan du coyote va se retourner contre lui. On croit savoir, mais on est constamment surpris quand même, parce que l'absurde n'a aucune limite. Lorsque ce n'est pas la surprise, c'est la mise en scène qui va rendre la scène drôle. Par exemple, on sait que l'enclume va tomber sur le coyote. Donc, on le fait hors champ et on ne montre qu'ensuite la gueule du coyote hilarante après le choc. Et lorsque ce n'est pas la mise en scène, c'est le timing comique qui fait que le gag fonctionne. Ce qui est drôle, ce n'est pas forcément que le gag en lui-même. C'est aussi le fait d'avoir vu la tête dépitée du coyote juste avant l'inévitable chute. Cela renforce encore plus la puissance du gag. Si la chute ne marche pas, le visage du coyote marchera. Chuck's facial expressions were the best in the business because he was a minimalist. We're so used to eyes as the one fixture on our body, really, that is always alive. Mais tout ça ne pourrait pas fonctionner sans un élément indispensable qui fait l'efficacité de ces cartoons. Le rythme de l'animation et de la musique ensemble. Si je dis qu'un dessin animé comme Bip Bip et Coyote doit avoir un rythme soutenu, vous allez sans doute me dire que c'est normal. Et chez Chuck Jones, on a forcément une multitude de détails au sein d'un dynamisme absolument impeccable. Mais la musique doit être en parfaite osmose avec l'animation, avec des notes qui appuient des situations bien précises. Ce que l'on appelle la musique figurative. Et ça, concernant Bip Bip et Coyote, on le doit à deux compositeurs spécifiquement, Carl Stalling et Milt Franklin, qui ont vraiment compris comment fortifier le comique des situations. Soyons clairs, la musique est absolument indissociable de l'animation dans ce genre de cartoon. Le son nécessite un soin au moins tout aussi grand que le reste, ce qui fait que chaque épisode est absolument unique dans sa composition musicale. Et vous pouvez même regarder un épisode les yeux fermés, vous comprendrez malgré tout ce qui se passe.
Voilà, c'est ça qui a fait le succès de Bip Bip et Coyote, l'écriture, l'animation et la musique. Et là, nous arrivons en 1962, l'année où tout va basculer. Et ce à cause d'un film qui s'appelle Chat, c'est Paris. Take my hand, Paris. Share your dreams with me. Chat, c'est Paris est un film d'animation réalisé par Abel et Vito, un des nombreux collaborateurs de Chuck Jones, et dont le scénario est écrit par ce dernier. Alors j'ai pas grand chose à dire sur le film en lui-même. C'est une bonne comédie musicale dans l'ensemble avec un visuel absolument magnifique et rempli de créativité. Je suis particulièrement fan des décors par exemple qui rendent hommage à quelques peintres renommés comme Monet ou Van Gogh. La direction artistique est juste dingue quoi. Mais pourquoi je parle de ce film ? En dehors du fait que je vous le recommande un peu parce que bon il est vraiment sympathique, c'est surtout parce que c'est ce film qui a entraîné l'éviction de Chuck Jones des studios Warner. Parce qu'il faut savoir que Chuck Jones avait un contrat d'exclusivité avec la Warner, ce qui fait qu'il n'avait pas le droit de bosser pour d'autres studios. Et il se trouve que Chat, c'est Paris est une production de l'UPA et devait être distribué par Columbia à la base. Sauf que, manque de bol, Warner a fini par récupérer les droits du film pour le distribuer finalement. Et ils ont découvert que Chuck Jones avait bossé dessus. Ils ont donc su qu'il n'avait pas respecté les clauses de son contrat. Et si encore le long métrage avait fonctionné, bah ça aurait pu passer à la limite. Mais il se trouve que, malgré des critiques positives dans l'ensemble, le film s'est planté au box-office, et pas qu'un peu. Chuck Jones est donc viré des studios Warner, et ces derniers en profitent aussi pour fermer leur studio d'animation. Bip Bip et Coyote vont donc devoir compter sur des studios annexes pour continuer à exister. Et c'est là que la chute va commencer. Au même moment, Fritz Freelang, une des principales têtes pensantes des Looney Tunes, crée sa propre société avec le producteur David DePatie, qu'ils appelleront tout simplement DePatie Freelang Enterprise. Warner, n'ayant plus de studio pour faire des dessins animés, fera donc appel à eux en 1964 pour continuer à créer des épisodes des Looney Tunes, y compris Bip Bip et Coyote, mais avec nettement moins de budget qu'avant évidemment. Une nouvelle ère commence. Désormais les cartoons ne s'ouvriront plus avec ça. Mais avec ça. Trois réalisateurs vont donc se succéder pour tenter de poursuivre les aventures de Bip Bip et Coyote. D'abord on a Fritz Freelang lui-même, qui n'est pas un novice dans le domaine, mais qui va se contenter ici de recycler des images des anciens épisodes de Chuck Jones, en rajoutant juste Sylvestre et Speedy Gonzales au lance-pierre. Clairement un épisode fait à la va-vite pour combler les trous dans le programme. Ce sera le seul réalisé par Freelang d'ailleurs. On a ensuite Robert Mackinson qui réalisera lui 2 épisodes. Lui aussi a déjà fait ses preuves avec les Looney Tunes, et là... ben c'est pas mal. Alors oui, on est loin de la maestria de Chuck Jones, mais les gags s'enchaînent correctement avec même quelques idées sympathiques, l'esprit d'origine est bien présent et l'animation est loin d'être mauvaise, même si elle n'est pas brillante pour autant. Bref, si Mackinson s'était occupé du reste, je n'aurais rien mieux à redire. Et là arrive le troisième et dernier réalisateur, Rudy Lariva, qui lui réalisera 11 épisodes en 1965. Des épisodes qui vont tuer définitivement Bip Bip et Coyote. Mais bon, d'abord, c'est qui Rudy Lariva ? C'est un animateur qui avait déjà bossé sur quelques épisodes des Looney Tunes, mais qui a aussi travaillé pour Disney avec Mélodie du Sud ou Mélodie Cocktail. Mais avant de s'occuper de Bip Bip et Coyote, il ne s'était encore jamais occupé de la réalisation d'un dessin animé. Alors, comme ça peut faire peur, hein. Mais le choix de Lariva n'est pas si logique que ça finalement. Après tout, il avait déjà travaillé aux côtés de Chuck Jones et lui-même le considérait comme son meilleur animateur à l'époque. Ce n'est pas pour rien qu'il a pu travailler à Disney quand même. Donc voilà, je peux paraître négatif au premier abord, mais le fait de l'avoir choisi en tant que réalisateur des premiers épisodes, bah ça semblait une bonne idée. Sur le papier du moins. Parce qu'être animateur et réalisateur, bah c'est 2 choses complètement différentes. Et ça, bah on va l'apprendre à nos dépens. Les épisodes de Lariva, vous les connaissez forcément, même inconsciemment, car ils commençaient toujours par cette musique. Mais je me souviens que même quand j'étais enfant, bah je trouvais ces épisodes très en dessous du reste. Je les considérais presque comme des intrus, et ce n'est pas bon signe de penser de telles choses à cet âge-là. Parce que oui, dans les VHS de l'époque, ben les épisodes de Lariva et Jones étaient mélangés entre eux. Alors, pourquoi les épisodes de Lariva ne marchent pas ?
Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des principales qualités des épisodes de Chuck Jones, l'histoire, l'animation et la musique? Eh bien tout ça, c'est raté avec l'Arriva. Alors, je rappelle que ces épisodes des Looney Tunes sont des commandes de la part de la Warner, avec des budgets bien moins importants. Et de plus, ces épisodes n'ont pas été faits techniquement par la société de Patty Freelang Enterprise. Parce qu'ils étaient tellement débordés, notamment à cause de la série La Panthère Rose qu'ils venaient à peine de lancer, et le budget était tellement maigre qu'ils ont préféré déléguer à un studio plus modeste, à savoir Forma Film. D'où la différence notable des épisodes de Freelang et Mackinson par rapport à ceux de l'Arriva, qui ont l'air bien plus fauchés en comparaison. On va commencer par l'animation qui est terriblement pauvre en comparaison des épisodes précédents. Quand vous regardez ça, et que vous enchaînez avec ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est sorti après? Quand j'étais petit, j'étais persuadé que les épisodes de l'Arriva, c'était les plus vieux. Et quand tu as un budget affreusement faible et que tu dois faire 11 épisodes en une seule année, ce qui est vraiment énorme, t'es obligé de recycler tes animations. Ce qui fait qu'à chaque épisode, tu te retrouves souvent avec les mêmes plans, répétés sans cesse. J'ai limite l'impression d'être devant un épisode à la Barbera, avec cette même animation saccadée et répétitive. Putain, mais même les plans de chute du coyote, c'est constamment les mêmes, quoi. Bon, après l'animation est médiocre, mais elle souffre surtout d'un énorme manque de dynamique. Les épisodes sont lents et mous, c'est terrible quoi. C'est même assez ironique quand on met en scène un personnage aussi rapide que Bip Bip. La base de Bip Bip et Coyote, c'est le rythme, et là, ça se traîne à un point où on a l'impression que tout est au ralenti. Regardez à quel point c'est mollasson. Ce qui fait que les gags ne fonctionnent quasiment jamais. Tout met tellement de temps à se concrétiser que tu vois arriver tout à l'avance, et ça ne peut forcément que tomber à plat. Alors je dis pas, il y a des sketchs qui auraient pu fonctionner en soi si l'animation et le rythme avaient un minimum suivi. Mais même quand c'est drôle sur le papier, la forme gâche tout. Et quand je dis la forme, c'est vraiment toute la forme. Et ça prend donc en compte également la musique. Vous vous doutez bien que Carl Stalling et Milt Franklin ne sont pas revenus pour ces épisodes. Le premier a pris sa retraite en 1958 et le second est décédé en 1962. C'est donc un certain Bill Lava qui a pris le relais pour les aventures de Bip Bip et Coyote. Il était d'ailleurs déjà présent pour les 2 derniers épisodes réalisés par Chuck Jones. Et on sent clairement la différence. Alors attention, Bill Lava n'est pas un mauvais compositeur, loin de là. Je trouve juste qu'il n'est tout simplement pas fait pour un univers tel que Bip Bip et Coyote par rapport à ses prédécesseurs. Et quand tu commences à comparer, tu vois clairement qui a compris comment ça fonctionnait. Bref, ça marche moins avec Bill Lava, sa musique est moins en osmose avec l'animation. Mais alors pour les épisodes de l'Arriva, c'est encore pire. Parce que le manque de budget n'a pas impacté que la qualité de l'animation, mais également la gestion de la musique. Ce qui fait que Bill Lava n'a jamais pu composer ses musiques en accord avec le rythme et les événements de chaque épisode de l'Arriva. En gros, pour faire des économies, on a demandé à Bill Lava de faire des musiques totalement génériques qui pouvaient coller à peu près à n'importe quelle situation classique de Bip Bip et Coyote. Une musique de poursuite, une musique de suspense, bref, vous avez compris. Je pense qu'il doit y avoir, et j'exagère même pas, 10 pistes musicales à tout casser dans les 11 épisodes réunis. Ce qui fait que tu te retrouves avec les mêmes mélodies répétées en boucle et qui ne correspondent absolument pas à l'action. C'est là qu'on voit l'importance de la musique figurative dans un Bip Bip et Coyote.
Contrairement aux épisodes de Chuck Jones, il est impossible de distinguer entre eux ceux de Larriva en se basant sur la bande sonore. Ah bah du coup on les retient les musiques, c'est sûr hein, en même temps c'est facile, c'est toujours les mêmes. Je suis sûr que vous vous souvenez encore de ça. Ou encore de ça. Donc déjà que l'animation n'aide pas à avoir un rythme correct, si en plus vous foutez des musiques aléatoires qui n'ont clairement pas été composées pour l'occasion, bah ça fera juste vide quoi. Mais bon, là vous allez me dire que ce n'est pas la faute de Larriva, mais celle de la Warner qui a clairement été trop radin sur ce coup-là. Et c'est vrai. Si vous voulez des cartoons de qualité, il faut forcément mettre la main à la poche. Sinon ce sera un peu fauché et limité. On a vu ce que ça a donné pour Tom et Jerry chez la MGM. Si encore ce n'était que ça le problème de ces épisodes, j'aurais pu laisser passer. Sauf que là où je peux excuser l'animation médiocre et la musique répétitive, je suis désolé, il n'y a aucune excuse pour justifier l'écriture catastrophique de ces histoires. Prenez La Panthère Rose. Ça a été fait avec la société de Patty Freelang Enterprise au même moment d'ailleurs. Eh bien l'animation est simpliste, voire pauvre, la musique n'est jamais réellement figurative, elle ne fait qu'accompagner le tout, et pourtant c'est une des séries d'animation les plus drôles qui existent. Les gags fonctionnent, alors ok ce n'est pas le même style d'humour, mais je ne vois pas en quoi ça poserait problème pour Bip Bip et Coyote. Donc non, il n'y a aucune excuse concernant l'incompétence de Rudy Larriva sur ce domaine-là. Si on retire le souci de l'animation et de la musique, bah les gags de ces épisodes sont vraiment pas enthousiasmants dans l'ensemble. Tout est trop prévisible, trop classique. Même quand Chuck Jones se répétait dans ses sketchs, il faisait quand même en sorte de surprendre le spectateur avec une chute inattendue malgré une basse qui sonnait comme du réchauffé. Là non, tu vois venir la chute à 3 km et c'est rarement créatif ou même réellement recherché. Comme si le tout était fait en pilotage automatique. Je peux comprendre que ce soit compliqué de faire autant d'épisodes en aussi peu de temps, mais là, on est un peu dans le chapitre 1 du livre 1 de l'humour de Bip Bip et Coyote. Donc non seulement les idées sont maigres, mais en plus, elles sont si peu nombreuses quoi. Dans les épisodes de Chuck Jones, tu avais en moyenne 10 séquences par épisode, sachant qu'un épisode durait 6 minutes environ en ne comptant pas les crédits. Ça donne un épisode qui va vite et qui n'a aucun temps mort. Dans les épisodes de Larriva, tu en as moitié moins pour la même durée d'épisode. Alors ça s'explique déjà par la lenteur de l'animation, mais aussi parce que tout est prétexte pour gagner du temps, histoire de pas trop se fouler à l'écriture. Le nombre de moments de remplissage dans ces épisodes est hallucinant quoi. On est limite sur du foutage de gueule parfois. On se retrouve souvent avec des longs passages bien relous où le coyote a une idée de plan, il envoie le courrier à Acme, il attend le colis, il le reçoit, il teste longuement ce qu'il a choisi, et ça dure plus d'1 minute, bordel! Ce remplissage de fils de pute, quoi! Ah bah je vais finir par croire que c'est lui qui a réalisé Paranormal Activity à force. Et je crois que le moment que je déteste le plus, c'est celui où le coyote il fait une danse indienne pour faire venir la foudre. Cette séquence prend quasiment la moitié de l'épisode. Une séquence entière où il n'y a aucun gag, et dont le seul intérêt est de gratter un maximum de secondes, afin que la durée de l'épisode soit un minimum correct. Et ça arrive tout le temps dans ces épisodes. Mais bref, qui est le responsable de ce massacre? La Warner ou Rudy Larriva? On peut considérer que les premiers responsables sont les dirigeants de la Warner qui ont donné un budget trop serré pour une telle cadence d'épisodes. Une dizaine d'épisodes en moins d'1 an, c'est bien trop. Et c'est difficile de faire quelque chose d'incroyable en si peu de temps. Mais Rudy Larriva n'est pas blanc comme neige dans l'histoire non plus. Je dis pas que c'est un tâcheron car il a déjà fait ses preuves avant et après ce passage compliqué. Mais il était de toute évidence pas fait pour Bip Bip et Coyote. Quelqu'un comme Atkinson aurait bien mieux fait l'affaire à mon goût, même si c'était loin d'être parfait. Et c'est donc dommage qu'il n'ait fait que 2 épisodes. Cette expérience nous prouve une chose, c'est que Bip Bip et Coyote a beau avoir une formule simple sur le papier, c'est bien plus compliqué de la faire fonctionner dans les faits. Il faut un vrai talent derrière. Bref, vous l'aurez compris, Bip Bip et Coyote réalisé par Rudy Larriva, c'est raté. Tellement raté que cela entraînera la mort quasiment définitive de ces 2 toons, avant que Chuck Jones les ramène furtivement à la vie pour un ultime épisode, quelques décennies plus tard. Un dernier épisode qui montre que malgré le fait qu'il ait pris de l'âge, Chuck Jones était toujours dans le coup. Bref, je ne peux que vous recommander de voir ou revoir les épisodes réalisés par Chuck Jones. C'est une véritable leçon d'humour et de cinéma. Et ça a beau être vieux, certains de nos jours devraient en prendre de la graine.